Bonjour, vous m'écoutez tout le monde? Voilà. Ok, super. On va commencer déjà. Notre présentatrice Danielle, elle a un petit souci technique, mais elle est déjà connectée. Alors, bienvenue au webinaire sur Forebrain et Sensory et la dyslexie et comment on y travaille avec la dyslexie. Et en fait, on va faire la présentation d'abord et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire. Il y a sur le Zoom une section questions et réponses. Vous pouvez écrire votre question dans cette section, ou si à la fin vous avez des questions un peu plus longues, je peux vous lever votre main et je peux activer votre audio pour que vous puissiez poser vos questions réellement à la fin. Alors on commence. Et voilà, on va présenter aujourd'hui Forebrain et Sensory, et dans le cadre du travail que Daniel Segas fait avec des enfants dyslexiques. Alors, Forebrain, c'est un casque qui a été fait spécifiquement pour améliorer la parole, l'attention, la mémoire et surtout toutes les capacités cognitives, la mémoire à court terme, etc. Et un casque différent, notre produit, c'est Sensory. Et Sensory est un casque qui est plus penché sur tout ce qui est la motricité et les compétences sensorielles. Et c'est très différent parce que cet autre casque, c'est un programme musical et qui s'est fait en 40 jours en combinaison avec des exercices et mouvements physiques. On va voir maintenant comment ça va, comment on travaille avec les deux. Voilà, aujourd'hui, c'est notre présentatrice, c'est Danielle Segas. Et alors, on a la chance vraiment, elle est une personne qui a beaucoup d'expérience. Elle est orthophoniste et elle a travaillé avec les docteurs Tomatis, qui l'a initié à l'audiopsychophonologie. Et depuis, elle utilise cette technique pour vraiment arriver à avoir des résultats extraordinaires et avec des enfants qui ont de la dyslexie depuis 2017. Et s'est lancée sur l'aventure du web où elle offre ses services en public plus large, et elle a conçu un programme en utilisant les deux produits assez radical. Ça donne des résultats incroyables en moins de 6 mois. Alors, elle va partager avec nous les secrets de son succès. Alors, qu'est-ce que c'est le Forebrain? Comme on peut voir ici, la petite photo, c'est un casque qui est composé d'un microphone. Il est équipé d'un filtre dynamique. Il va filtrer la voix. Ce casque, c'est important à retenir. Ça travaille exclusivement qu'avec la voix de l'utilisateur. Et le son, il est transmis par conduction osseuse. Et le fait, c'est que ça va prendre la parole de la personne, ça va l'amplifier d'une façon très particulière, et c'est là où le filtre dynamique va avoir un effet. Et le produit il vient aussi avec un microphone secondaire qui permet les parents ou les personnes qui travaillent avec l'enfant de parler, par exemple, pour lui guider dans la lecture, etc., comment faire les bons sons. Et il y a aussi une prise qui permet de les connecter sur l'audio de l'ordinateur. Par exemple, pour écouter des vidéos, pour faire des suivis en ligne, etc. Alors, quels sont les processus naturels sur lesquels Forebrain va avoir un effet? C'est la boucle audio-vocale. En fait, la boucle audio-vocale, c'est un processus assez naturel. C'est en fait les processus naturels qu'on utilise pour apprendre notre langue maternelle et qu'on utilise en fait dans tout processus d'apprentissage et du langage, même la mathématique. En fait, tout s'apprend grâce à ces processus qui est composé d'une perception. On va percevoir avec nos oreilles les messages sensoriels, et le cerveau va analyser ces messages sensoriels et va produire une réponse. Après, est-ce que la réponse elle est juste
ou pas juste. Alors, c'est là le cerveau, il va se rendre compte, voilà, ça c'est pas juste. Alors, il va ajuster la réponse orale. Et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend notre langue maternelle. Alors, comment fonctionne ForBrain? Et ForBrain, il utilise la conduction osseuse, en fait, exclusivement. Et pour amplifier les sons de la voix, normalement, c'est la conduction osseuse, ça nous donne ça va 10 fois plus vite que la conduction aérienne, c'est on aperçoit vraiment via nos oreilles. Et la conduction osseuse, c'est à travers vraiment les os du corps. C'est la façon naturelle dont on entend notre propre voix. Et avec ForBrain, on va vraiment amplifier la voix et elle va avoir beaucoup plus de clarté et en plus on va après la combiner avec un filtre dynamique et qui va prendre la voix, va séparer les différentes fréquences et va renforcer des fréquences spécifiques et il va faire aussi des changements entre c'est qu'une bascule, ça va changer une fréquence haute, une fréquence basse, mais va mettre l'accent sur les fréquences hautes et ça va surprendre le cerveau. Et c'est à travers ces mécanismes que le cerveau qui va chercher de trouver un patron et dans ces changements, il va être engagé continuellement sur les messages et la parole et par défaut, tous les centres de l'apprentissage du cerveau vont travailler, ils vont se développer de façon naturelle. Et voilà, et c'est comme ça que ForBrain fait un effet sur tout ce qui est la boucle de vocale. C'est vraiment ça renforce ces processus naturels. Ça va aider à l'intégration sensorielle au niveau du cerveau et ça va améliorer vraiment la discrimination sensorielle et aussi à faire les liens entre une signe, par exemple le mot, et les sons qui combinent avec, par exemple. Et ForBrain, on a eu énormément de recherches un peu partout dans le monde et aussi dans des universités en Espagne, aux États-Unis, en Chine. Et voilà, et les résultats, ça montre qu'effectivement, et ça améliore les compétences de la lecture et l'écriture, la mémoire verbale et la mémoire à court terme et la capacité vraiment de rester concentré sur une tâche et la concentration au niveau du discours, de la prononciation, la fluidité. Alors, Sensory, c'est un autre produit. C'est différent, c'est assez différent de ForBrain. Sensory, en fait, il est équipé pas seulement de la conduction osseuse, mais aussi de la conduction aérienne. Et ces produits, il y a une player qui est déjà automatiquement inclus dans les casques avec un programme de 40 jours. Et ces programmes, il s'agit de 30 minutes de musique filtrée d'une façon très spécifique en combinaison avec des exercices de mouvement. Alors, l'effet, normalement, on fait 20 jours et les 30 minutes par jour en combinaison avec les exercices. Après, on prend 2 semaines de repos et on finit les 20 jours encore de programme. Et c'est vraiment, ça travaille beaucoup plus au niveau vraiment de la motricité fine, la motricité grosse et en combinaison les deux produits, ça travaille d'une façon assez spectaculaire. Alors, à ce moment, je vous laisse alors avec Daniel Segas, qui va vous parler un peu de son parcours, de son expérience. Et alors, je vais arrêter le partage de mon écran et elle va continuer avec son partage. Et je vais donner la parole à Daniel. Un moment. Panéliste. Voilà. Hello, Daniel. Hello, par contre, je n'ai pas la caméra, je crois.
Ouais, je vais activer. Voilà, c'est Voilà, ça. vous êtes Donc, je là. vais faire mon partage d'écran. Donc, ça me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, mais tu ne m'as pas encore demandé de partager le mien, je crois. Alors, si tu peux partager la tienne, Voilà. maintenant tu devrais être capable. J'ai arrêté mon partage et maintenant vous pouvez Non, commencer. ça ne me le partage pas. Ça me dit toujours, quand je clique sur partage d'écran, ça me dit toujours l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ah, mais vous êtes panéliste. Oui, mais ça me dit ça. Alors, si j'appuie pour le partage d'écran, ça ne me le fait pas. OK, alors ce qu'on peut faire, je vais voir ici. Ça veut dire que pour le moment, je ne peux pas le partager. Voilà. Voilà. Lotte vous a demandé de démarrer votre vidéo. Et le partage d'écran, ça me dit toujours que. Attends, je vais réessayer. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, j'ai le micro, j'ai la vidéo, je n'ai pas le partage d'écran. OK, je vais encore voir. C'est de ma faute parce qu'on n'a pas pu faire l'essai avant. OK, ce qu'on peut faire, c'est que je continue à partager mon écran. Une fois que vous êtes fini avec la présentation, et vous me dites, je peux changer. Alors, Je n'ai pas compris ce que tu veux faire. Vous faites votre Ah, présentation et je vais changer une fois que vous me voilà. donnez la signe. Mais en fait, tout à l'heure, Irène, vous m'avez présenté déjà tout à l'heure, Ouais. et c'était très bien. Mhm. Donc, on a perdu du temps, donc peut-être je vais essayer de faire vite. Mhm. Mon expérience, en fait, c'est que ce que j'aimerais dire, c'est que depuis le début de mon activité professionnelle, j'ai toujours cherché à comprendre la difficulté d'apprendre. Donc, cela m'a amené de l'enseignement, d'abord, j'ai enseigné pendant 2 ans, et pour comprendre la difficulté d'apprendre, je me suis formée en orthophonie. Et tout en étant orthophoniste, j'ai continué de me former en linguistique, en psychologie, en pédagogie relationnelle du langage et même en anthropologie lorsque j'étais à la Réunion pour comprendre le milieu dans lequel les enfants grandissaient. Et enfin, j'ai découvert l'audiopsychophonologie et je me suis formée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le docteur Alfred Tomatis, ce qui a à la fois changé ma vie personnelle et professionnelle. Et alors je vais assez vite, je fais un raccourci pour dire que, ah oui, j'ai observé ce qui se passait en faisant simplement, je faisais mes thèses d'orthophonie et pendant 1 an, j'ai observé ce qui se passait en faisant simplement, en appliquant simplement donc la stimulation neurosensorielle avec la méthode Tomatis. Et j'ai obtenu des résultats spectaculaires pour la rééducation, dans la rééducation des troubles du langage oral et écrit, mais pas que. Et du coup, je me suis dit, mais si j'associe l'orthophonie maintenant et l'audiopsychophonologie, je vais obtenir des résultats encore plus performants. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, à un moment donné, en 2017, j'ai décidé de partager mon expertise et mon expérience sur Internet parce que j'étais vraiment triste de savoir qu'encore aujourd'hui, des enfants arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. Et j'étais également très surprise de voir chaque année se multiplier les troubles, ce qu'on appelle les troubles 10, dyslexie, d'orthographie, en fait tous les troubles 10. Et j'étais particulièrement étonnée. Et justement, je savais qu'avec l'audiopsychophonologie, on pouvait réduire considérablement les difficultés, voire même en débarrasser complètement les enfants. Et quand j'ai commencé à communiquer sur Internet, j'ai été amenée à parler de l'audiopsychophonologie, mais ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu au début. Quand j'ai commencé à en parler, mes publications ont fait des centaines de milliers de vues. Donc, les gens étaient vraiment passionnés et intéressés par ce que je racontais. Et je me suis dit, mais ils ne vont pas, je leur mets l'eau à la bouche et ils vont avoir du mal, peut-être, à trouver un centre automatique à côté de chez eux. Donc, je savais que le Forbrain existait, mais je ne m'étais pas vraiment renseignée à son sujet parce que moi, j'avais tout le matériel à la maison.
Donc, j'ai fait l'acquisition du casque ForBrain, je l'ai essayé pour moi-même, d'ailleurs je le porte aujourd'hui chaque fois que je fais des visioconférences, chaque fois que j'enregistre des vidéos, chaque fois que je fais des lives sur Facebook, non pas pour donner aux gens l'envie de l'essayer, mais parce qu'il m'est utile pour contrôler ma voix, en même temps dynamiser mon cerveau et rester focalisé sur ce que j'ai à dire pendant des heures. Et au lieu d'être fatiguée, je suis complètement redynamisée puisque je recharge en fait mon cerveau grâce au retour vocal que tu as bien expliqué, Irène, tout à l'heure. Donc, j'ai fait l'acquisition du ForBrain et à l'époque, j'aidais les petits-enfants de mon quartier dans leur travail scolaire. Et seulement avec une utilisation du ForBrain 2 à 3 fois par semaine, ils faisaient des progrès extraordinaires. Donc, j'ai continué de partager, de parler du ForBrain sur ma page Aimer lire écrire. Et pendant une année, j'ai accompagné gratuitement des enfants et des adultes même qui présentaient différentes difficultés. Et j'ai pu donc voir les effets extraordinaires que l'on pouvait obtenir, et je pense notamment à un enfant, Amaury, qui, quand il a commencé à utiliser le ForBrain, avait un niveau, il était en cinquième, début de cinquième, en septembre, il avait un niveau de CE2 en lecture, et 9 mois plus tard, son orthophoniste, qui ne le voyait qu'une demi-heure par semaine, 9 mois plus tard, après 9 mois d'utilisation du ForBrain, il avait un niveau de fin de cinquième et même quelques items au-dessus. Donc, il est passé en quatrième bien équipé et il a fait une scolarité tout à fait normale et honorable, puisque l'an dernier, il a eu son bac avec mention bien. Et toutes ces années de lycée, il a eu les félicitations du conseil de classe, alors que c'était un enfant qui était pratiquement en échec scolaire au début de la cinquième. Donc, entre-temps, j'avais créé une formation pour des parents et des enseignants, et le Sensory est sorti. Et donc, j'ai fait la même chose avec le Sensory. J'ai conseillé le Sensory, je l'ai essayé d'abord avec une petite fille dont l'orthophoniste pensait qu'elle avait une dysphasie, et moi, je pensais plutôt qu'elle avait une dyspraxie bucco-verbale. Et on a essayé le Sensory avec cette petite fille et un jeune autiste qui, lui, sentait bien ce qui se passait avec le ForBrain. Et je pensais qu'il allait pouvoir nous décrire ce qu'il ressentait avec le Sensory. Par écrit, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, il parlait très peu, mais il écrivait et donc il pouvait raconter au fur et à mesure ce qu'il ressentait. Et j'ai continué de parler du Sensory, mais les personnes qui suivaient ma formation n'utilisaient pas forcément systématiquement le ForBrain et le Sensory. Mais à partir de 2020, lors du premier confinement, lors de la période Covid, j'ai été contactée par de très nombreuses mamans d'enfants dyslexiques, dysorthographiques, qui étaient complètement perdus, qui ne savaient pas comment s'y prendre avec leur enfant. Et là, je les ai accompagnés individuellement à utiliser les modules de la formation que j'avais créée, mais en associant systématiquement ForBrain et Sensory. Et là, les résultats ont été vraiment spectaculaires. Alors, est-ce que je peux continuer toute seule, moi, maintenant, ou à faire le partage d'écran, ou tu continues? C'est bon. Je continue. Bon, merci. Donc, avant de se poser la question de qu'est-ce que la dyslexie, eh bien, vous voyez, moi, je suis Madame Question, je suis Madame Pourquoi. Comme je vous disais que depuis le début, j'ai cherché à comprendre la difficulté d'apprendre, ce qui m'a amené à me poser la question, oui, mais alors, qu'est-ce qu'apprendre? Et à faire toutes les formations dont je vous ai parlé. Eh bien, là, on va se poser la question ce soir. Aujourd'hui, je vous propose de poser la question, qu'est-ce que lire avant de parler de la dyslexie? Eh bien, lire, d'abord, pourquoi est-ce qu'on lit? On lit pour comprendre, par contre, on écrit pour être compris. Alors, l'être humain n'a pas inventé la lecture, il a inventé l'écriture. Et c'est parce qu'on a écrit qu'on a lu. Et donc, pour écrire, l'être humain a inventé un code. Ce code, on le verra tout à l'heure, on verra c'est quoi ce code que l'être humain a inventé, pour le français en tout cas. Et donc, pour pouvoir comprendre ce qui est écrit, il faut donc avoir accès au code
et aussi à la langue. Parce que si j'ai accès au code, mais que je ne connais pas la langue, je ne comprendrai pas ce qui est écrit. Voilà, et donc, on peut passer au code, là, je crois, parce que je pense qu'après, je vais parler du code. Tu peux changer de… Voilà. Donc, qu'est-ce que ce code? Eh bien, il y a trois niveaux de code. Il y a le code alphabétique, qui est le fait qu'en français, en fait, on a décidé qu'on pouvait représenter un son de la parole par une lettre ou un ensemble de lettres. Pourquoi un ensemble de lettres? Parce qu'on a plus de sons que de lettres. Du coup, pour écrire, quelquefois, pour écrire un son, il va nous falloir 2 ou 3 lettres. Exemple, OU va s'écrire OU. Ien va s'écrire IEN, etc. Donc, ça, c'est le niveau, je dirais, c'est le code alphabétique, le code phonétique et même, je dirais, phonémique, parce que les sons de la parole, on les appelle des phonèmes. Et pour représenter des phonèmes, on va utiliser des lettres ou, comme on a dit, une association de plusieurs lettres que l'on va appeler graphèmes. Voilà, comme ça, c'est dit, pour savoir de quoi on parle. Après, le code lexical, eh bien ça, c'est comment s'écrivent les mots dans le dictionnaire. Et le code grammatical, eh bien, ce sont tous les accords. L'accord au pluriel, l'accord au féminin, l'accord de l'adjectif avec le nom, l'accord du verbe avec le sujet. Voilà. Et c'est la connaissance du code alphabétique qui permet l'accès à la lecture. Donc, ce qu'il faut se demander pour comprendre la dyslexie, c'est quels sont les prérequis nécessaires pour un apprentissage réussi de la lecture. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà que l'enfant, puisque écrire, c'est la transcription du langage oral, donc il faut que l'enfant ait acquis le langage oral. Ensuite, il faut qu'il ait développé la conscience que la parole est composée de petites unités de sons, que l'on appelle des phonèmes, donc développer la conscience phonémique. Il ait acquis une mémoire verbale de travail qui lui permette de mémoriser ce qu'il lit au fur et à mesure qu'il lit. C'est ça, c'est la mémoire verbale qui va lui permettre ça, donc permettre la compréhension. Ensuite, il faut qu'il ait développé des capacités d'attention suffisantes et qu'il soit capable de se concentrer sur une tâche. Donc ça n'est possible que si le système nerveux est suffisamment mature. Qu'il ait développé une mémoire auditive suffisante pour mémoriser les sons dans l'ordre où il les a entendus. Lorsqu'on va lui donner une syllabe à écrire, si je dis mur, qu'est-ce qu'on entend en premier? Et ça, il faut qu'il soit capable de le mémoriser. Mémoire visuelle aussi. La mémoire visuelle abstraite qui est différente. Voilà, ce n'est pas la même mémoire qui va permettre de mémoriser, par exemple, les objets que l'on peut voir dans une pièce, par exemple, que la mémoire abstraite, c'est être capable de mémoriser des signes, comme les lettres, comme les chiffres, par exemple. Et la mémoire visuelle séquentielle, c'est-à-dire être capable de mémoriser justement une séquence de signes dans l'espace, sans les inverser. Si je vois écrit, comme j'ai donné l'exemple de mur, si je vois écrit mur, il faut que je puisse bien mémoriser cette séquence du M, du U et du R dans l'ordre et ne pas on verra qu'avec justement ça va entraîner des difficultés de lecture si jamais on n'a pas une bonne mémoire visuelle et d'écriture. Et pour cela, il faut avoir développé une latéralité. La latéralité, c'est le fait de choisir la main directrice, l'œil directeur, l'oreille directrice. Ça, vous pourrez aller regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'audiopsychophonologie et je parle de l'oreille directrice qui est l'oreille droite, notamment l'oreille du langage. Parce que quand on entend son oreille droite, on entend on peut aller directement dans les centres du langage qui sont dans l'hémisphère gauche, donc comprendre beaucoup plus facilement et plus vite que si on tend l'oreille gauche. Et chez les enfants, l'hémisphère gauche va se développer après l'hémisphère droit, justement avec l'apparition du langage. Donc il faut justement qu'il y ait cette latéralité auditive qui soit développée pour pouvoir entrer dans l'apprentissage du langage écrit.
l'orientation dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez pourquoi c'est la même chose que pour la mémoire visuelle, etc. C'est-à-dire que les lettres, elles sont orientées. Par exemple, le U, il a les jambes en l'air. Le N, c'est tout le pont sur le nez. Il a les jambes en bas, etc. Le sens de lecture, qui est celui de l'écriture. En français, on écrit de gauche à droite. C'est pour ça que je disais que c'est un code qui est orienté aussi. Donc, de gauche à droite, de haut en bas. Et la proprioception, c'est la capacité à avoir conscience de son corps, donc des organes phonateurs, de la position de la langue dans la bouche lorsque je prononce un son, etc. Le mouvement, pour écrire, le mouvement des doigts, le tonus des muscles oculomoteurs qui est très important parce que on verra que chez certains enfants dyslexiques, les lettres bougent et donc quelquefois donc apparaissent, disparaissent. Et ça serait lié à un défaut de tonus, une dissymétrie dans le tonus musculaire au niveau des muscles oculomoteurs. La posture aussi, il y a des recherches qui montrent que dans la dyslexie, il y aurait une posture qui serait incorrecte. Donc, il y a des différentes thérapies qui existent à ce sujet. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et enfin, la motricité générale et la motricité fine, tout, parce qu'il n'y a pas que la motricité des doigts, mais il y a aussi la motricité de la langue pour articuler correctement, pour dire tre, par exemple. Le r est un phonème qui se prononce en fond de gorge, alors que le t se prononce entre les dents. Et pour dire tr, il faut faire un mouvement très rapide de la langue pour pouvoir prononcer rapidement le tr. Et souvent, jusqu'à 7 ans, les enfants disent creux au lieu de dire treux. Et du coup, quand ils écrivent, ils vont écrire creux au lieu d'écrire treux. Voilà, donc vous comprenez qu'en bref, pour apprendre à lire avec succès nécessite en fait une certaine maturité cérébrale que n'ont pas tous les enfants lorsqu'ils entrent au CP. Et donc, qu'est-ce que lire pour le cerveau? Puisque, bien sûr, c'est avec notre cerveau que nous apprenons. Et là, les neurosciences nous apprennent beaucoup de choses. Vas-y, on peut passer à la suivante. Voilà, alors là, je vous montre, c'est une capture d'écran que j'ai faite d'une vidéoconférence de Stanislas Dehaene qui fait des recherches, un neuroscientifique qui fait des recherches donc, sur la lecture avec son laboratoire Labospin qui enseigne au Collège de France. Donc là, on voit une tête de profil, je ne sais pas si vous voyez, avec le nez et l'œil, et c'est ce que l'on voit lorsqu'on fait un IRM du cerveau en train de lire. Qu'est-ce qu'on voit? En vert, on voit que les zones du langage oral s'activent. Et regardez bien, s'active également la zone du geste d'écriture. Ça veut dire que quand on lit, la zone du geste d'écriture manuelle s'active en même temps qu'on lit. S'active la zone du mouvement des yeux. S'active aussi la zone de l'attention. Et tout à fait là en bas, c'est l'activation en fait de la zone de la lecture avec la représentation des sons de la parole, des phonèmes, des graphèmes, les lettres, etc. Et ça, on verra ça dans une autre diapo. On peut changer. Ça, c'est les deux voies de la lecture, c'est-à-dire la voie longue quand l'enfant apprend à lire. Il va voir ce qu'il va voir, il va voir des lettres, donc il va avoir des graphèmes, c'est-à-dire qu'un son, un mot, il est composé de syllabes et chaque syllabe est composée de sons. Et quand on écrit, donc si je dis parapluie, par exemple, parapluie, pa, c'est une syllabe, ra, une syllabe, puis une autre syllabe. Donc, quand je vois pas, eh bien, pas, c'était composé du graphème P et du graphème P, du graphème A, etc. Donc, pour lire au début, l'enfant est obligé de faire association graphème-phonème pour arriver au sens, reconstruire le sens du mot qui est écrit. Et à force de lire, à un moment donné, eh bien, il va emprunter une voie plus courte qui va directement donc, du mot qu'il voit écrit au sens. Voilà, c'est très important ça parce que justement, on va voir que le forebrain va aider
à passer directement du mot au sens et à couper cette voie du décodage qui est la voie longue. Et alors ça, je vous montre ça parce que c'est super intéressant. C'est aussi issu de cette conférence de Stanislas Dehaene, donc sur le fonctionnement du cerveau en train de lire. Je ne sais pas, peut-être que toi tu peux montrer, Irène, peut-être avec la petite... on voit une tache verte qui est... on va regarder au milieu là, une tache verte. Voilà, et si on va chez un enfant qui entre au CP en 6e, vous voyez à gauche, donc vous comprenez qu'il y a, c'est le cerveau, c'est une coupe du cerveau. À gauche, là où Irène vous montre, c'est le côté gauche du cerveau, c'est l'hémisphère gauche. Et à droite, l'hémisphère droit. Tout à fait en haut à gauche, là-bas, on voit une toute petite tache verte qui est un embryon, en fait, de boîte à lettres du cerveau. C'est ce que les scientifiques appellent et l'ont nommé la VWFA. Elle est minuscule, elle n'est pas au bon endroit. Elle doit être en bas parce que le cerveau, c'est avec le cerveau visuel. Le cerveau visuel, il est en bas. Et c'est là que s'organisent, en fait, petit à petit, les neurones de la lecture. C'est-à-dire que si les neurones de la lecture n'existent pas, les neurones, d'après les neuroscientifiques, les neurones de la lecture n'existent pas à la naissance. Ils vont se créer au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire, à partir de dérivations de neurones qui servent à la reconnaissance des visages en rouge. Vous voyez les zones en rouge, c'est les neurones de la reconnaissance du visage. Alors, si on regarde un cerveau bien organisé, le cerveau d'un enfant de 9 ans, on va regarder à droite, encore là, voilà. Bon, on voit là, le cerveau est bien organisé. Vous voyez, il a fallu 3 ans pour que le cerveau s'organise pour un apprentissage correct de la lecture. Eh bien, en rouge, on a la zone qui sert à la reconnaissance des visages. Et une partie de ces neurones a été dérivée dans l'hémisphère gauche pour créer les neurones de la lecture, y compris les neurones qui servent à la reconnaissance des objets, qui sont en jaune, et des formes géométriques en bleu. Donc, une partie de ces... Ça veut dire que lorsque l'enfant n'a pas compris que la lettre représente un son de la parole, à ce moment-là, son cerveau traite les lettres comme il traite les objets, comme des images, et non pas comme du langage. Et du coup, bien, il n'y a pas, on va venir au niveau de l'enfant de 6 ans, qui n'a pas, dans son hémisphère gauche, créé la boîte à mots. Et c'est au fur et à mesure qu'il va apprendre à lire que des connexions neuronales vont se créer pour créer la boîte à mots dans l'hémisphère gauche. Et voilà, il faut attendre 3 ans pour que le cerveau soit correctement câblé pour un apprentissage correct de la lecture. Donc, vous voyez que quand on commence à parler de dyslexie dès le CP, il y a problème pour moi. Voilà, on passe à la slide suivante. Alors, qu'est-ce que la dyslexie? Eh bien, la dyslexie, je vous ai mis ici une image du DSM-5 qui est la Bible pour décrire les troubles spécifiques de l'apprentissage. Et donc, depuis 2013, le DSM-5, c'est le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux. Donc, ça veut dire que les dyslexies, tous les troubles spécifiques d'apprentissage sont répertoriés dans ce manuel qui est manuel des troubles mentaux. Moi, ça me perturbe. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Donc, ce DSM, il est revu tous les 15 ans à peu près. Et là, on ajoute des maladies. On ajoute des troubles et des maladies. Et en 2013, on a ajouté le concept de troubles neurodéveloppementaux. Et dans ces troubles neurodéveloppementaux, on a classé les troubles spécifiques d'apprentissage que sont tous les troubles que l'on appelle dys, mais le mot dyslexie, dysorthographie, etc., ça n'apparaît plus dans le DSM-5, on ne parle plus de dyslexie, on parle de troubles spécifiques d'apprentissage en lecture. Dysorthographie, le trouble spécifique d'apprentissage en orthographe. Dyscalculie, trouble spécifique d'apprentissage en calcul, etc., etc. Donc, on parle des dyslexies, dysorthographie, dysgraphie, c'est la difficulté. Donc, c'est un trouble spécifique de l'écriture.
Dyspraxie, c'est un trouble spécifique de la coordination des mouvements. Dysphasie, c'est un trouble spécifique d'apprentissage du langage, etc., etc., sont également répertoriés dans les troubles neurodéveloppementaux, les troubles de l'attention, le fameux TDA ou TDAH quand il y a hyperactivité. Voilà, et donc il y aurait 15% des enfants qui auraient un trouble spécifique d'apprentissage, dont 8 à 10% de dyslexie, et ces chiffres sont en constante augmentation, créant ainsi un enjeu de santé publique, d'où l'intérêt de trouver des moyens d'aider les enfants vraiment, parce que ça devient, pour moi, ça devient préoccupant. Ensuite, alors, la dyslexie, elle fait encore l'objet de nombreuses recherches pour en déterminer la cause. Et la cause génétique et héréditaire est évidemment évoquée, mais sans qu'on ait pour autant trouvé le gène de la dyslexie. Alors, quand on fait un IRM du cerveau en train de lire, les neuroscientifiques ont repéré qu'il y avait des amas de neurones donc ça veut dire des amas de neurones qui n'auraient pas migré, c'est-à-dire que pendant la vie intra-utérine, il y a une migration des neurones, et là, on constate chez des personnes qui ont une dyslexie des amas de neurones qui n'ont pas migré. Et comme on connaît le gène de la migration neuronique et qu'on pense que peut-être la dyslexie serait due à ces amas de neurones en trop, eh bien, du coup, par extension, ils pensent que du coup, si la migration neuronique, on connaît le gène de la migration neuronique, du coup, on peut penser que la dyslexie serait aussi donc d'origine génétique, mais pour le moment, on n'a pas trouvé le gène de la dyslexie, et on continue de chercher des causes à la dyslexie, et c'est vraiment le trouble qui a fait le plus, qui est l'objet de très, très, très nombreuses recherches depuis très longtemps, sans que pour autant on sache vraiment de quoi il s'agit. Et j'ai retrouvé une indication, mais je n'ai pas trouvé la source, d'une étude du service de neurologie de Marseille et de Montréal il y a 20 ans, qui parlait de défaut de maturation cérébrale. Et ça m'a interpellée par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, du fait que le fait de lire nécessitait une capacité, une certaine maturation cérébrale. Donc, si un enfant commence donc son apprentissage de lecture alors que le processus de maturation cérébrale n'est pas terminé, pour cela, il n'est pas équipé, eh bien sûr, il va rencontrer des difficultés. Pour l'apprentissage à la lecture, et vous savez que maintenant, les enfants ne redoublent plus, donc s'ils n'ont pas vraiment acquis la lecture en CP, ils vont passer au CE1 sans avoir acquis les bases, etc., etc. Et on dit que si au bout de 2 ans, en fait, et même on a réduit ça à 6 mois, hein, c'est dans le DSM-5, si au bout de 6 mois, après avoir suivi une rééducation intensive, il n'y a pas d'amélioration, alors on peut parler de troubles spécifiques d'apprentissage. Et comme ils passent de classe en classe, eh bien, ils ne réussissent pas, ils n'ont pas les bases, ils ne réussissent pas à apprendre à lire, donc au bout de 2 ans, on commence à parler de dyslexie, et quelquefois avant. Mais les études neuroscientifiques montrent que les enfants ont une grande capacité au niveau de la plasticité cérébrale. Donc, si vous avez vu que la zone de l'écriture, la zone de la fameuse boîte à lettres du cerveau qui permet la lecture des mots écrits se développe au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire, ça veut donc dire qu'avec une stimulation cérébrale, on va pouvoir aider à la création des neurones de la lecture grâce à la plasticité cérébrale. Et même on sait que grâce à la plasticité cérébrale, comme les 5 régions du cerveau, c'est comme les 5 continents de notre planète Terre, communiquent entre elles. Et donc, on sait qu'une région du cerveau peut prendre en charge une autre région qui serait défaillante. Donc, il n'y a
je ne vois pas pourquoi on dit que les troubles 10 perdurent tout au long de la vie. Pour moi, je ne le crois pas parce que ce n'est pas ce que je vois dans mon expérience. Déjà, en 1972, les dyslexies, eh bien, moi, en une année, c'était plié, quoi. Je ne gardais pas un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans en orthophonie. Et c'est pourtant le cas aujourd'hui. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ça me questionne beaucoup. On continue, on continue. Ah oui, voilà. Donc, puisqu'on sait que 60 à 70% des dyslexies ont une origine phonologique, ça veut dire que les enfants ont une conscience phonologique qui n'est pas suffisamment développée. Idem pour la conscience phonémique dont je vous ai parlé tout à l'heure, être capable d'avoir conscience que la parole est constituée de petites unités de son, une mauvaise qualité de la discrimination auditive, donc difficile pour eux de discriminer les différences entre des phonèmes qui sont très proches l'un de l'autre, comme f et le, s et z, ch et l, etc., le p et le b, de, etc. Pas de mémoire auditive à court terme, donc mauvaise mémoire verbale de travail, difficulté à associer phonème-graphème, et ce qui est important pour construire la fameuse boîte à lettres dans le cerveau. Et comme je vous le disais, pas de mémoire verbale de travail disponible à cause d'une mémoire auditive à court terme défaillante. Alors, solution pour Brain associée à de la neuropédagogie. Alors, la neuropédagogie, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est tout simplement ce que j'ai appris lors de mes études d'orthophonie. J'ai été formée moi, aux méthodes de Madame Borel-Maisoni, les méthodes de Madame Borel-Maisoni, ce qu'on en connaît, c'est la méthode phonétique et gestuelle. C'est surtout ça que l'on connaît de Madame Borel-Maisoni, mais c'est la fondatrice de l'orthophonie, donc elle a fait un énorme travail justement au niveau de techniques qu'elle a développées au niveau du langage oral et au niveau du langage écrit. Et n'oublions pas que le langage écrit, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Alors, comment on fait pour passer de l'oral à l'écrit? Alors, moi, j'avais fait pour une maman, j'avais fait ce visuel pour montrer le processus neurologique d'acquisition de la lecture. Donc, la roue verte, qui est tout à fait en bas, c'est développer la conscience phonémique de l'enfant et lui montrer comment s'écrivent les différents sons, les différents phonèmes de la parole. Association, phonème, graphème, c'est ce que nous avons vu sur l'image des deux voies de la lecture, où l'enfant va, quand il voit un graphème, il va pouvoir prononcer ce graphème avec sa bouche, ça devient donc un phonème, ça devient du langage. Et ensuite, une fois qu'on va avoir construit cette association phonème-graphème, vous voyez qu'on est au niveau de l'écriture là, et non pas au niveau de la lecture, pour le moment, et ensuite, on va lui faire reconnaître ce qu'il entend dans une syllabe. Si je dis ma, qu'est-ce que tu entends? Et moi, je me sers de lettres mobiles, j'écris sur des petits cartons que je dépose devant l'enfant et je lui dis montre-moi montre-moi a, montre-moi ou, montre-moi i, montre-moi f, montre-moi ch, montre-moi j. Tout ça, c'est écrit sur le ch, il est écrit sur un seul carton, le ou sur un seul carton. Et après, je lui en dis deux. Je lui dis, bon, maintenant, je vais t'en dire deux. Si je dis ma, qu'est-ce que tu entends? Eh bien, il va attraper m, il va attraper a. Et si je lui dis mur, qu'est-ce que tu entends? Il va attraper m, il va attraper u, il va attraper r. Et il va donc être capable d'encoder des syllabes qui n'ont sans signification. Et on a fait ce travail-là. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas besoin, finalement, d'apprendre à lire à l'enfant. On lui explique qu'on n'a pas besoin de lui dire que m et a, ça fait ma. Parce que comme on a construit ces deux premières roues de l'engrenage. Pourquoi j'ai fait un engrenage? Parce que quand une roue se met à tourner, elle entraîne une autre roue. Et quand on a fait tourner les deux premières roues, la verte et la rouge, ça entraîne la bleue, c'est du décodage. Et je me suis aperçue que les enfants se mettaient tout seuls à décoder tout ce qu'ils voyaient écrit autour d'eux. Et là, ils sont prêts pour apprendre à lire. Et après, il va falloir, à force de lire petit à petit, ils vont passer du décodage
ils vont dépasser le stade du décodage pour arriver à ce qu'on a vu, la voie directe, rapide, qui va de ce qui est écrit au sens. Et le forebrain nous aide à ces divers stades, en fait, du processus neurologique. Le forebrain va nous aider pour développer la conscience phonémique, pour aider l'enfant à identifier les sons qu'il entend dans une syllabe pour pouvoir les transcrire dans l'ordre où il les a entendus, etc. Et ensuite, pour le décodage, pour améliorer, pour permettre la compréhension de la lecture, c'est-à-dire donc augmenter, grâce à l'amélioration de la boucle de contrôle audio-vocal, améliorer la compréhension de la lecture, ce qui va améliorer la fluidité. Parce que c'est pas... Vous savez, on entraîne les enfants avec le chronomètre à lire à toute vite, 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 vite. Donc, les enfants, eux, ils ont intégré que lire, c'est lire vite. Bon, moi, je leur dis toujours, lire, c'est pas lire vite. Lire, c'est comprendre. Donc, on n'est pas pressé, prends ton temps pour lire, et moi, je vais te demander à la fin, je leur fais lire un texte, et à la fin, je vais te demander, qu'est-ce que tu as compris? Je te poserai des questions. Donc, le forebrain va améliorer la fluidité de la lecture parce qu'il améliore la compréhension. Et l'enfant va se corriger de lui-même, il n'y a pas besoin de rester à côté de lui pour lui dire, là, tu t'es trompé, etc. C'est le forebrain qui fait le boulot. On continue. Alors, le sensory, pourquoi utiliser le sensory dans la remédiation des dyslexies? Eh bien voilà, parce qu'il améliore le geste d'écriture, entre autres. Hein, et j'insiste sur le geste d'écriture parce que vous avez vu dans l'architecture cérébrale de la lecture, vous avez vu que lorsqu'on lit, s'active la zone du geste d'écriture. Donc, même chez un enfant qui écrit bien, mais il est obligé, parce qu'il y a une maturité nécessaire du système nerveux pour écrire facilement sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Mais au début, l'enfant, il est obligé de s'appliquer pour écrire. Et comme il est obligé de s'appliquer pour écrire, ça ne lui laisse pas suffisamment d'attention pour réfléchir à comment ça s'écrit. Du coup, même s'ils connaissent comment s'écrit le mot, même s'ils connaissent les règles de grammaire, ils ne les appliquent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps d'attention disponible pour à la fois écrire, geste d'écriture, et à la fois réfléchir au comment ça s'écrit. Donc, ensuite, la coordination des mouvements. Nous avons vu que pour lire, il fallait qu'il s'activait la zone du mouvement des yeux. Donc, il faut une coordination. Pour écrire, il faut une coordination entre la main et l'œil. Pour lire aussi, il faut donc que les mouvements, qu'il y ait une certaine rapidité aussi des mouvements et que ces mouvements soient corrects, qu'il n'y ait pas de saccade, que l'enfant ne saute pas des lignes, que les lettres ne se mettent pas à valser, etc. Et le sensory va nous aider à tout ça, puisqu'il augmente la motricité fine. Irène vous a parlé tout à l'heure rapidement du sensory, tout ce que le sensory permettait, l'équilibre et la posture. Donc, il y a des thérapies qui existent pour rééduquer la posture en mettant des semelles. Donc, on a dit qu'il y avait 60 à 70% des dyslexies qui étaient d'origine phonologique. Et il y a les autres, hein, qui sont des dyslexies que l'on appelle visuo-spatiales. Et certains chercheurs, je ne me rappelle plus le nom, ça a commencé au Portugal, avaient repéré que chez des enfants dyslexiques, il y avait une difficulté de posture et donc ils ont associé le port de semelles à des lunettes à prisme aussi, etc. Donc, il y a plein de choses qui existent, hein. Des rééducations aussi d'intégration des réflexes archaïques que l'on a justement avec les mouvements qui sont associés au sensory, qui sont des mouvements de brain gym et de réflexes archaïques. Donc, certaines personnes qui s'intéressent à l'intégration des réflexes archaïques ont remarqué en fait que certains réflexes non intégrés empêchaient les enfants d'apprendre et qu'on retrouvait ça chez les enfants qui avaient une dyslexie. Et là, le forebrain, le sensory vient à notre secours. Et donc, également, le sensory permet d'améliorer l'intégration, toute l'information neurosensorielle, l'attention, la concentration, la mémoire kinesthésique, celle du mouvement, et aussi la mémoire à long terme, le rythme qui est important aussi dans
au niveau de la lecture et au niveau du langage, de la prosodie, etc. Oui, on passe à la suivante. J'essaye d'aller vite pour que vous puissiez avoir le temps de poser vos questions après. Et donc, moi, ce que je fais, voilà, le protocole que j'utilise, qui peut être perfectionné, mais en tout cas, pour le moment, voilà ce que je conseille. Donc, j'ai créé un programme, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai créé je vous ai dit que j'ai accompagné des mamans et que petit à petit, j'ai mis au point un programme que j'ai appelé Lire, écrire 110, qui comporte 3 piliers. Un pilier qui est la dynamisation cérébrale avec forebrain et sensory, chacun ayant leur propre spécificité, et un programme de neuropédagogie avec des exercices au niveau, donc, vous avez vu, d'écriture de syllabes sans signification, mais aussi pour aider l'enfant à passer de l'oral à l'écrit avec, au niveau de l'orthographe lexicale et de l'orthographe grammaticale. Donc, le forebrain vient, je leur fais utiliser 10 à 15 minutes de lecture à voix haute par jour, et y compris de le porter pendant le temps des devoirs. Et quand les mamans aident leurs enfants à faire leurs devoirs, elles utilisent le deuxième micro pour qu'il n'y ait pas de perte d'information. Tout à l'heure, Irène vous a dit que la conduction osseuse était 10 fois plus rapide que la conduction aérienne. Et donc, le fait que la maman utilise le deuxième micro permet à l'enfant de rester attentif pendant le temps des devoirs. Donc, ils l'utilisent pour l'apprentissage des leçons et pendant le temps des devoirs. Et je leur fais faire aussi 5 à 10 minutes d'exercice donc de neuropédagogie, comme je vous ai dit, pour l'écriture de syllabes sans signification, tout ce qui concerne l'orthographe lexicale et grammaticale. Et je leur fais faire ensuite une pause, juste que pendant les congés scolaires, sauf que la première session, elle doit obligatoirement être d'au moins 6 semaines. Donc, s'ils commencent le forebrain juste avant une période de petits congés scolaires, eh bien, il faut qu'ils continuent au moins la lecture à voix haute pendant les 15 jours de vacances. Et le sensory, moi, je l'utilise comme ça. J'utilise 40 jours d'affilée parce que j'ai remarqué que s'ils arrêtaient, eh bien, ils oubliaient quelquefois de reprendre comme ça. Donc, du coup, on fait 40 jours d'affilée. Et c'est plus facile de tenir une routine 40 jours d'affilée que de faire 20 jours et un arrêt. Mais je suis prête à remettre ça en question si jamais c'est plus efficace de faire 20 plus 20. Mais pour le moment, voilà comment je fais. 40 jours d'affilée, on fait une pause de 2 semaines, on recommence 40 jours d'affilée avec une pause de 3 semaines. Et on fait des pauses qui sont de longueurs différentes pour éviter que le cerveau ne s'habitue à recevoir une stimulation de manière répétée avec un laps de temps qui soit le même. Donc, voilà, il y a donc 4 séances comme cela de 40 jours avec 2 à 3 semaines d'intervalle à chaque fois. Puis après, on passe à une stimulation une fois par trimestre pour ensuite utiliser le sensory quand on en a besoin, quand on sent que l'on a besoin de se dynamiser avec. Voilà ce que l'on fait. Et c'est tenir la routine qui est le plus compliqué. Voilà l'organigramme de mon programme Aimer, lire, écrire 110 avec ses 3 piliers, celui de la dynamisation cérébrale avec les casques, la neuropédagogie avec les petits exercices donc issus du travail que j'ai appris avec Madame Lorraine Maisoni, mais que j'ai utilisé de façon différente, c'est-à-dire que voilà, c'est en enseignant que l'on apprend, donc c'est en enseignant aux mamans et quand j'ai construit ma formation Aimer apprendre à lire et à écrire, je me suis demandé, voyons, quel est le processus qu'un enfant doit parcourir pour apprendre à lire et à écrire avec succès. Et c'est comme cela que j'ai construit, en fait, j'ai construit ce processus neurologique en créant une progression à l'aide donc de ce que j'ai appris de Madame Lorraine Maisoni. Et il y a le 3e pilier, c'est celui de l'accompagnement de la maman et de l'enfant, parce que le plus difficile, c'est de créer une routine et de s'y tenir. Et je suis bien persuadée que sur le nombre de personnes qui achètent les casques, il y en a beaucoup qui restent dans leur boîte inutilisée, et ça je le sais parce que souvent les mamans achètent les casques,
ne suivent pas forcément ma formation et mon accompagnement. Et au début, les enfants, 15 jours, l'enfant a utilisé les 2 casques ou quelquefois un. Et elles disent « Ah, il ne veut plus utiliser le casque, qu'est-ce que je fais au secours ?» Eh bien oui, bien sûr, surtout lorsque ce sont des ados qui sont en échec, eh bien, ils rejettent tout, parce que si on achète le casque parce que l'enfant a des difficultés et qu'il ne comprend pas à quoi sert le casque et pourquoi il le porte, d'où l'intérêt de faire des webinaires comme celui-ci pour comprendre l'utilisation des casques, pour pouvoir expliquer aux enfants ce que ça va leur apporter, eh bien, ils le rejettent parce qu'ils rejettent déjà tout le travail scolaire, ils rejettent l'école, et si on leur... Ils n'y croient pas, ils ne croient pas que ça va être possible. Et il faut les accompagner. Et moi, je travaille beaucoup au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi avec les enfants. Je les accompagne individuellement, mais aussi en groupe. La même chose pour les mamans. Je fais un accompagnement individuel des mamans et un accompagnement de groupe des mamans. Voilà, pour travailler en grande partie sur le mindset, parce que c'est dans la tête que ça se passe, et pour faire sortir les enfants de la roue de l'échec dans laquelle ils sont, pour les faire entrer dans la roue de la réussite, eh bien, ça n'est pas toujours facile. Et respecter une routine, autant pour les mamans que pour les enfants, c'est chose difficile. C'est pour ça que j'associe systématiquement un accompagnement. Voilà, on passe à la suivante. Alors, les résultats, ben voilà ce que ça donne. Ça donne qu'au bout d'un mois, un enfant non lecteur entre dans la lecture, quel que soit son âge. Et là, je vais vous parler du cas de Julien. C'est un garçon qui avait 13 ans lorsque sa maman a rejoint mon programme. Et encore, ce n'était pas le programme actuel. Donc, Julien, il avait 13 ans, il était en 5e SECPA. Il ne savait ni lire ni écrire. Il était juste capable de lire des syllabes simples, c'est-à-dire il ne connaissait pas les sons complexes. On, un, bien, one, I, etc. Il ne connaissait pas. Juste que vous pouvez lire ma, vous pouvez lire fa, vous pouvez lire ça. Ça, c'était possible. C'est tout. Mais bien entendu, il avait en plus développé une énorme phobie scolaire. Donc, il était envahi émotionnellement et persuadé, c'est ce qu'il disait, qu'il avait été fabriqué comme ça dans le ventre de sa mère. Donc, résultat, il ne voulait pas, ça a été compliqué pour lui faire accepter le forebrain et accepter de repasser par le stade de l'écriture de syllabes sans signification. Et au bout de 3 semaines, je vais voir, au bout de 3 semaines, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à lire tout seul une annonce qui l'intéressait sur Le Bon Coin, le journal de vente de particulier à particulier. Et sa mère elle le voit arriver avec son ordinateur, elle dit « Qu'est-ce qu'il va me demander encore ?» Parce que chaque fois, c'était pour lui demander de lire pour lui. Et bien non, là, il lui dit « Tu vas être contente ». Et il a lu tout seul l'annonce qui l'intéressait. Après, il s'est mis à lire. Il a à faire une recette de cookies sur le Thermomix et à pouvoir lire la recette tout seul, lire les SMS de ses copains au lieu d'utiliser les messages vocaux. Et 3 semaines plus tard, c'est-à-dire 1 mois et demi après qu'on ait commencé, il avait pu lire un livre entier donné par le collège. Vous imaginez? Et donc, moi, j'étais persuadée que cet enfant n'avait pas été à l'école depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans sans avoir rien appris. Et j'étais persuadée que quelque part par là, il savait lire, mais qu'il était tellement persuadé qu'il n'en était pas capable qu'il n'utilisait pas ce qu'il connaissait, qu'il ne savait même pas qu'il connaissait. Et c'est parce que finalement, il avait déjà le fait de travailler sur les 2 premières roues de l'engrenage que je vous ai montré, a permis de reconstruire tout le processus neurologique, c'est-à-dire qu'on a apporté les pièces manquantes au puzzle, tout en l'aidant aussi, quand il a vu qu'il commençait à lire, eh ben, ça lui a redonné confiance en lui, ça lui a redonné de l'espoir. Et j'ai eu récemment de ses nouvelles. Eh bien, il va de nouveau, il est allé après avoir... parce qu'une fois qu'il a pu lire, je m'étais dit, ça y est, c'est gagné, il ne va plus avoir sa phobie scolaire. Non, non, il a continué d'avoir la phobie scolaire. Et il a passé le 3e trimestre de collège. Là, il n'a pas été au collège. Il est resté à la maison et 2 jours avant la rentrée scolaire suivante, donc pour rentrer en 4e, il a dit à sa mère « Je retourne au lycée parce que je m'ennuie à la maison ».
Et là, ben, c'est gagné, j'ai une de ses nouvelles. Aujourd'hui, il est en troisième, il va passer en seconde et sa mère voulait qu'il fasse un CAP. Et lui, il a décidé qu'il voulait passer un bac pro. Imaginez un enfant qui avait une phobie scolaire incroyable, grâce à l'utilisation du Forbrain, un tout petit exercice tout simple d'écriture de syllabes sans signification, boum, ça lui a donné le déclic qui lui a montré qu'il était capable de lire. Il s'est mis à prendre tout un tas de livres dans la bibliothèque de sa mère, parce que sa mère est une énorme lectrice, et voilà, terminé. Et il avait 13 ans. Ah non, on est allé trop loin là. Voilà, après, bien, donc, en un mois, la fluidité de la lecture et la compréhension de la lecture s'améliore. Au bout de 3 mois, l'orthographe phonémique est correcte. Et ensuite, eh bien, petit à petit, s'améliore la lecture, l'écriture, donc l'orthographe lexicale et grammaticale. Et oui, Irène, je peux montrer la suite. C'est que, voilà, là, je vous montre, en fait, c'est un enfant. À gauche, c'est le test que je lui ai fait, un test, donc le test d'orthographe que je lui ai fait faire. Et donc, il avait du mal. Il pouvait écrire des syllabes sans signification, mais il avait quand même du mal. Et alors, pour écrire une phrase, déjà, vous voyez, un journal, c'était bon, des chevaux. Bon, il s'est trompé sur le haut, mais ça pouvait aller. Mais regardez, quand il a fallu écrire une phrase, c'était le facteur bien. Impossible de lire le facteur bien. Ton train va loin, mais le mien est plus grand. Impossible. Et regardez à droite, c'est 1 mois et demi après. Regardez l'écriture. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait utilisé le sensory, surtout parce que le Forbrain n'avait pas trop utilisé au début. Sa mère croyait qu'il fallait mettre les vibrateurs sur les oreilles et ça lui faisait mal. Donc, il a surtout utilisé le sensory et l'écriture de syllabes sans signification. Et voilà, regardez un peu ce qui se passe. Voilà. Et là, c'est Martin, qui a 13 ans. Et Martin, vous voyez toutes les étiquettes qu'il a sur lui. Dyspraxique, attardé mental, épileptique, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, et bon, tout un tas d'étiquettes, multiples diagnostics. Pareil, Martin avait pas tout à fait 13 ans encore quand sa maman a rejoint mon programme. Et ce que sa maman voulait surtout, c'était améliorer qu'il écrive, parce qu'il n'écrivait pas du tout. Donc, il était dans un collège, il était en 5e, dans un collège, oui, 5e, non, au 6e, il était en 5e cette année, puisqu'on a commencé, je crois qu'il était en 6e. Il n'écrivait pas du tout, il avait un ordinateur, mais il ne pouvait pas vraiment se servir de l'ordinateur parce qu'il n'était pas capable de se relire, il ne comprenait pas ce qu'il lisait, il ne connaissait pas tous les graphèmes, les graphèmes complexes, etc. Donc, il ne comprenait pas ce qu'il lisait, il n'écrivait pas du tout. Et lorsqu'il écrivait, c'était avec des lettres majuscules d'imprimerie qui étaient mal orientées. Il ne pouvait pas transcrire de syllabes simples, sans signification. Et voilà. Et au bout d'un mois, Martin s'est mis à écrire. Et surtout, il a commencé, pour la fête des mères, il avait dessiné, ça c'était, oui, au bout d'1 mois et demi, dessiné un magnifique arc-en-ciel. Et quand on fait la cure Tomatis, Alfred Tomatis disait en fait que l'apparition dans les dessins de l'arc-en-ciel était signe de naissance. Et moi, ça m'a tellement émue en fait que Martin dessine un arc-en-ciel pour la fête des mères, montrant en fait qu'il était en train de faire une nouvelle naissance. Et je vous signale que sa maman, elle a fait un témoignage très émouvant parce qu'avant de rejoindre mon programme et de me rencontrer, eh ben, elle était sur le point de l'abandonner parce que Martin faisait des crises lorsqu'il travaillait, en fait, c'était horrible. Et elle n'en pouvait plus, elle était au bout du bout et elle était décidée à le mettre en pension, en fait, pour sauver sa peau à elle, celle de sa famille et puis de la petite sœur aussi.
Et vous imaginez qu'aujourd'hui, Martin, au bout d'un mois, il a amélioré la compréhension de la lecture. Donc aujourd'hui, il sait lire, il commence à écrire de mieux en mieux, il réclame lui-même de faire des dictées, il est entré dans un processus volontaire d'apprentissage, il est devenu autonome et il est capable de faire des exposés devant toute sa classe. Il sait ce qu'il veut faire, il veut devenir électricien, il est monté sur scène il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà. Bref, Martin, c'est une transformation, c'est une renaissance. Et tout cela, grâce à quoi? À des choses hyper simples. L'association des deux casques, Forbrain et Sensory, parce qu'il s'est entraîné. Donc, c'est pendant 5 minutes d'écriture, d'entraînement au geste d'écriture avec le Sensory. Hein, ça, c'est très important. Hein, c'est entraînement 5 minutes avec le Sensory. Et il fait sa séance à part, hein, la séance Sensory avec les mouvements, il l'a fait à part. Voilà, j'ai fini. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à l'équipe Sun for Life de m'avoir donné l'occasion de vous parler de mon travail. Et merci beaucoup. Et j'espère que ça servira à beaucoup de personnes qui sont là pour écouter. Alors, merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment impressionnant de voir, d'écouter ces témoignages et vraiment tous ces processus. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Et est-ce que quelqu'un a des questions et on est prêt à vous répondre? Tu peux arrêter le partage d'écran si tu veux, comme cela on se... Voilà. Ah, tiens, on va se mettre côte à côte, j'ai moi sur mon écran. Et merci. Que pensez-vous d'apprendre la lecture, les syllabes des 300? Des 3. C'est Marie Ducide qui demande. Apprendre les syllabes. Non, je ne dirais pas les syllabes, mais 3 ans, ça dépend des enfants. Mais je dirais plutôt 4 ans. Hein. 4 ans, vers l'âge de 4 ans. Moi, j'utilise les petits personnages, la méthode des alphas. J'aime beaucoup utiliser les alphas qui sont c'est une méthode qui a été créée par Claude Huguenin, qui est psychopédagogue à Genève. Les alphas sont très connus, mais ils sont souvent utilisés pour aider les enfants à mémoriser la forme des lettres, alors que, en fait, moi, je les utilise et ils ont été créés comme ça. Ils ont été créés pour développer la conscience phonémique, justement, la conscience des sons de la parole. Donc, oui, avec des petits personnages comme cela, c'est possible de le faire. Ça peut aussi être 3 ans, hein, parce que ça peut aider les enfants justement à mettre en place la parole, puisque les alphas, en fait, ils font des bruits. Donc, voilà, oui, c'est possible. Mais Okay. pas avec tous les enfants, s'ils s'y intéressent. Bien sûr. Et il y a d'autres questions? Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions Daniel, vous savez des derniers commentaires avant de Pour compléter ce que je viens de répondre par rapport, parce que la maman demandait les syllabes. Donc, ce n'est pas les syllabes à 3 ans, c'est développer la conscience phonémique, développer la conscience que la parole est constituée de petites unités de son. Et ça, on peut le faire hein, avec les enfants tout petits. Voilà, même avec les bébés, quand on s'amuse à leur faire des choses comme ça, voilà. Et même, je dirais que le bébé, vers 3 mois, par là, s'amuse avec sa voix. Il joue avec sa voix, il s'amuse à faire des sons et il met ainsi en route les circuits de contrôle de la voix par l'oreille. C'est les débuts du langage. Voilà. Et donc, de faire prendre conscience comme cela à l'enfant que la parole est constituée de petites unités de son, c'est ça qui va lui permettre ensuite de pouvoir apprendre à lire parce qu'on pourra lui montrer que ce son peut s'écrire. Et là, on utilisera la méthode des alphas. C'est génial. Et j'avais en fait une question pour vous. C'était parce que je sais qu'il y avait maintenant une nouvelle technique où on apprenait l'enfant le mot complet. C'est pas maintenant, la technique, c'est la fameuse méthode globale. Voilà.
qui n'est plus utilisée vraiment, elle est encore utilisée, mais mixte, c'est-à-dire qu'on part, la méthode consiste à partir d'une phrase entière pour après arriver à la lettre. Et on dit aux enfants que la lettre, elle fait un son. Et les enfants, ils ne comprennent pas ça, parce que comment une lettre peut faire un son? Ouais. Par contre, la lettre, elle représente un son. Et là, ça change tout. Parce que du coup, les enfants comprennent le code. Et Voilà. quand ils ont accès au code, ils se mettent tout seuls à lire ce qu'ils voient écrit autour d'eux. Et donc, la lecture globale, eh bien, la lecture globale, elle a été très à la mode à un moment donné. Et c'est vrai que ça permettait aux enfants. Donc, ils mémorisaient les mots entiers. Mais après, pour lire, ça pouvait aller vite. Mais après, ils n'étaient pas entraînés à faire l'analyse phonétique d'un mot pour pouvoir l'écrire. Donc, ils pouvaient écrire les mots en se souvenant, s'ils avaient une bonne mémoire visuelle, ils pouvaient mémoriser l'orthographe d'un mot sans être capables d'en faire l'analyse phonétique. Mais au bout d'un moment, ben, ils ne pouvaient plus. Parce qu'il y a tellement de mots à apprendre que mémoriser toute l'orthographe des mots sans être capable de faire l'analyse phonétique d'un mot, c'était compliqué. Ici, Luc Martinez, il pose la question, est-ce que les sensories peut aider pour apprendre le rythme en musique, la pulsation? Oui, et oui. Et oui, parce que la musique les morceaux de musique qui sont enregistrés dans le sensory sont des musiques rythmées. Donc, moi, personnellement, le sensory me donne envie de bouger. Et j'utilise le sensory quand je fais le ménage. Quand j'ai la peine d'aller marcher, je mets le sensory et hop, ça me donne envie de bouger et de marcher. Donc, oui, le sensory peut être utilisé pour améliorer la perception du rythme. Oui. Et le forebrain, pour viser les sons, moi, j'ai des enfants qui jouent du piano. Je leur dis d'utiliser le forebrain en mettant le micro orienté vers le piano parce que ça améliore leur jeu, en fait, d'entendre les sons. Wow! Ouais, c'est incroyable comment on trouve des applications surprenantes. Et ici, quelqu'un a fait un commentaire, mon fils a une dysorthographie. Oui, c'est ça. Voilà, et est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense, voilà, et c'est pour le moment, tout le monde a déjà posé des questions, ok. Alors, on arrête là. Et merci beaucoup, Daniel. Et c'était Merci. incroyable. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup à tous les monde qui se sont pointés pour ces webinaires. Et on va en fait, on est en train d'enregistrer cette présentation et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Aussi, on Ah, va la partager avec Daniel. super. Vous l'avez enregistré en direct sur Ouais, YouTube? Voilà, super. Et moi, les personnes devant l'audience me demandaient, je travaille à midi et tout, c'est pas possible. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, vous allez oui. envoyer un replay. Il y aura la vidéo enregistrée. Ils pourront voir la présentation. C'est-à-dire, est-ce que vous allez leur envoyer le replay par email? On va lui envoyer le replay, je D'accord. pense, et aussi on va les poster sur notre chaîne YouTube. D'accord. Très bien. OK. Eh ben, merci beaucoup. Et Merci. merci encore de m'avoir donné l'occasion de parler de tout ça. Ça me passionne. Oui, on peut voir. Alors, Au merci revoir, beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir.